va maintenant donc aborder un autre sujet, une autre problématique, c'est celle de la constipation, qui est une problématique assez fréquente, en particulier dans les formes dystrophiques. Les lésions anales sont une autre cause de douleur intense qu'il faut essayer de prévenir autant que possible. Pour nous en parler, on accueille Célia Crétol, qui est chirurgienne viscérale pédiatrique à l'hôpital Necker. Célia, vous êtes aussi responsable médicale du centre de référence pour les malformations anorectales et pelviennes rares, si je ne dis pas de bêtises. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Non, vous ne dites pas de bêtises. Alors, je vais faire un partage d'écran. Oui, alors merci de me donner. Alors, j'ai 10 minutes et puis après, je crois qu'on a un échange ensemble. Hein, c'est ça. Donc, je vous laisserai me poser les questions et je pense qu'il y en aura beaucoup. Mais déjà, pourquoi ma présence ici? Bon, je m'occupe de malformations anorectales et d'anomalies malformatives du pelvis, maladie de Hirschsprung aussi. Ça peut paraître un peu étrange que j'intervienne et finalement, c'est devenu une évidence au fur et à mesure que l'équipe de Natalia, de professeur Bonnemer, Smaïla Adjrabia m'adressait des patients qui avaient des épidermolyses bulleuses. Ça fait peut-être plus d'une vingtaine de patients maintenant que j'ai vus. Et on peut dire qu'on s'installe dans une espèce de partenariat parce que en fait j'ai été surprise il y a quelques années de voir arriver des enfants qui souffraient pas seulement d'ailleurs d'épidermolyse bulleuse mais d'atteintes cutanées au niveau du périnée. Périnée, donc c'est la partie, le fondement, hein, c'est la partie autour des fesses et de l'anus, des enfants qui avaient des lésions à ce niveau-là, qui parfois n'avaient pas acquis la propreté pour les selles et parfois même pour les urines puisqu'ils étaient en couche et finalement on les voyait arriver à la consultation, ils avaient 7 ans, 8 ans, 9 ans avec des couches et c'était un peu surprenant de se dire que finalement à aucun moment on avait franchi le pas de se lancer dans l'acquisition de la propreté qui est pas simple hein, mais et on s'est aussi posé la question pourquoi finalement ces enfants-là avaient des difficultés à développer cet apprentissage de la propreté, qui est un sujet bien sûr nous central quand on s'occupe de malformations de l'anus et du rectum. Et il faut se rappeler, alors je vais pas vous faire un cours magistral, pas du tout, hein, c'est pas l'objet, mais que j'ai surligné un peu en gras, mais c'est là on est sur ce dessin sur la partie toute terminale du tube digestif, le futur canal anal qui est fermé jusqu'à 7-8 semaines de développement. On va dire à peu près 2 mois de grossesse, hein, c'est quand même long, et il va s'ouvrir avec un repli qui va venir de la peau, la future peau, ce qu'on appelle l'ectoblaste. Et ce repli qui va aller jusqu'à ce qu'on appelle la ligne pectinée, d'ailleurs c'est ce qui fait la jonction entre le canal anal et le rectum, et ben en fait va venir cette partie-là de notre individu, de notre corps, vient de la peau. Et on pense que finalement, tous ces enfants qui ont des lésions cutanées visibles ont très certainement, dans une grande partie des cas, des lésions aussi à ce niveau-là, puisque par essence, c'est une zone qui dérive du tissu cutané. D'ailleurs, certains ont même des lésions muqueuses, hein, on le sait, donc ça explique pourquoi bon nombre de ces enfants, si finalement on n'est pas vigilant, alors c'est sûr qu'on est occupé sur d'autres aspects de la prise en charge, hein, mais si on n'a pas cette vigilance de s'atteler en temps et en heure, et on pourrait y revenir justement, c'est quoi le temps et en heure d'apprentissage à la propreté, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans, 2 ans et demi et 5 ans, si on n'a pas si on ne s'attelle pas à ça, on peut rater le coche, et après ça sera plus long. Je vous rappelle juste les critères. Qu'est-ce que la constipation? Parce que c'est un terme finalement que j'aime pas beaucoup, même s'il est évidemment très utilisé. C'est quoi une constipation? C'est des selles dures, c'est des selles rares, c'est des selles douloureuses. Il y a les critères de Rome, et Rome 1, Rome 2, on en est au 4. C'est des gastroentérologues qui se réunissent régulièrement. Ça a été publié de façon tout à fait officielle dans le journal, un très bon journal qui s'appelle Gastroentérologie en 2016, qui a repris les éléments qui constituaient ce qu'on pourrait appeler une constipation chez l'enfant quand il n'est pas propre. C'est au moins de 2 défécations par semaine, et ou des rétentions excessives de sel, et ou des douleurs aux défécations, et ou des selles très volumineuses, souvent ce qui est rapporté, hein, ou bien des masses palpées à l'abdomen. Et puis chez l'enfant qui a acquis la propreté, on peut rajouter 2 critères, qui est au moins un épisode par semaine d'incontinence par regorgement,
et ou des selles qui obstruent les toilettes. Ça fait partie des critères. Il faut avoir au moins 2 de ces signes. Donc, rapidement, finalement, vous voyez que les enfants qui ont ces problèmes graves de peau, ils ont ce qu'on appelle une constipation. Maintenant, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, parce que c'est assez large. J'aime mieux parler de rétention. La rétention, c'est l'action de retenir ces selles, que ce soit de façon active parce qu'on a mal, parce qu'il y a une fissure, ou bien parce que c'est compliqué de les évacuer, parce qu'il y a un bouchon, et on se trouve en rétention. Et je parle plutôt, moi, chez ces enfants-là, de rétention, que ce soit active ou passive, avec finalement des regorgements de selles et des émissions de selles par regorgement. On est de façon très exceptionnelle dans une incontinence par absence de muscles. Ces enfants ont une constitution normale de leur périnée, simplement ils ont un mésusage, on va dire, parce qu'il y a douleur, parce qu'il y a... Et si on se repenche un peu sur ce qui fait qu'on est propre, qu'est-ce qui fait qu'on est propre pour les selles, qu'on l'a acquis quand on avait 3-4 ans, en fait c'est 5 points plus 1, c'est le fait qu'on a une anatomie normale, avec ce qu'on appelle le cap anal, c'est-à-dire une angulation physiologique du rectum et le canal anal qui permet d'être en rétention pour le coup, de façon à être propre en société. Donc cette anatomie, elle peut être plus ou moins normale, mais dans le cas des enfants qui ont des problèmes cutanés, dans l'immense majorité des cas, elle est normale. On est propre parce qu'on a des muscles qui fonctionnent autour. Des muscles, on les ressent, on peut les serrer soi-même parce qu'on a appris à le faire, mais il y a aussi une partie des muscles qu'on appelle involontaires à l'intérieur du canal anal, qu'on appelle le sphincter anal interne, qui est toujours sur un mode un peu contracté, et en cas de douleur, en cas de lésion anale, il est sur un mode hyper contracté, ce qui contribue d'ailleurs à aggraver la rétention. On est propre, et ça on l'oublie souvent, parce qu'on a la sensation, on a le ressenti, on sent que la selle arrive, et donc on est en capacité de se retenir. Et ça aussi, c'est une fonction qui est altérée chez les gens qui ont des anomalies du tissu cutané, hein, selon ce que j'ai dit au début, puisque il y a aussi une anomalie du canal anal où il y a des millions de capteurs sensitifs. Et on est propre aussi, bien sûr, parce qu'on a une moelle épinière qui fonctionne, qui fait le relais avec le cerveau, et une commande centrale qui fonctionne. Et quand elle fonctionne pas, comme certains enfants qui ont des personnes qui ont des retards mentaux, on voit bien que parfois il y a des troubles défécatoires, il y a des problèmes de continence aussi parce que la commande centrale ne fait pas son rôle. Donc tous ces points, ces 5 points, finalement sont plus ou moins validés chez les enfants qui ont des anomalies de tissu cutané parce qu'ils n'ont pas d'anomalies malformatives, ils sont pas nés avec des malformations. Mais ce qui pêche, c'est, moi je dirais, le point numéro 3, c'est-à-dire la sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité altérée, très certainement, du fait de cette atteinte du tissu cutané et de l'intérieur du canal anal, et puis le facteur douleur qui intervient aussi. Et on sait très bien, pour moi qui m'occupe d'enfants qui ont été opérés, qui ont eu un certain nombre de douleurs post-opératoires, on sait très bien qu'il y a une mémoire intrinsèque de cette douleur, qui n'est pas toujours consciente d'ailleurs, qu'on garde des années. Qu'on garde des années en soi, quand on a eu des douleurs, même bébé, des douleurs défécatoires, des douleurs avec des fissures, ou bien des douleurs post-opératoires. On peut croire, on oublie bien sûr sciemment, mais cette douleur, elle est imprimée dans le corps. Et c'est des enfants qui vivent cette douleur de façon quotidienne pour d'autres raisons. Et cette douleur vient se rappeler à eux. Et ils sont dans une rétention, pour certains même active, de peur d'avoir mal. Et puis j'insiste sur le dernier point, qui est la consistance des selles, qui est le 6e facteur de continence. On l'oublie souvent. On a tous vécu une bonne diarrhée, une bonne gastro. C'est très difficile de retenir ces selles. C'est pour ça qu'on essaye aussi, chez tous les enfants qui ont des troubles défécatoires, d'obtenir une consistance de selles ni trop dure ni trop molle. Alors, il y a, vous ne saviez peut-être pas, mais des échelles internationales de niveau de dureté du caca. Ça s'appelle la plus courante, qui est reconnue mondialement. Dans le monde entier, on utilise l'échelle de Bristol, qui permet de savoir de quoi on parle. Quand on est en consultation, sinon on est là, c'est mou, c'est dur, c'est liquide, comme ça, on a l'échelle de Bristol. Le score idéal, c'est 3-4. C'est-à-dire au milieu, plutôt des boudins ou un peu, mais pas du 7 liquide ni du 1 dur.
L'idée étant d'obtenir, grâce à l'alimentation, grâce à l'exercice physique, on pourrait y revenir, hein, cette consistance de sel efficiente et la meilleure pour avoir une capacité de rétention et de contrôle de ces sels la meilleure possible. Et tout cet appareil sphinctérien n'est pas juste deux sphincters posés comme on le montre parfois sur des schémas. Il faut voir ça dans la dynamique. Et c'est aussi pour ça que dans l'éducation défécatoire qu'on va apporter à ces enfants, on va aussi insister lourdement sur les bonnes postures aux toilettes. L'importance j'y reviendrai dans 2 minutes, de décontracter le muscle quand on est aux toilettes et les muscles releveurs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'enveloppe musculaire qui forme une espèce d'entonnoir autour du canal anal et du rectum, c'est en position contractée à droite du schéma, très contracté, et le canal anal est fermé. Ce qui permet de façon, quand on est debout, de finalement avoir une posture qui permet de retenir les selles de façon naturelle. Et on sait bien que dès qu'on se met un peu accroupi, qui est la position idéale, hein, ou bien en relevant les pieds. Excusez-moi, docteur Crétol, je vais vous demander de commencer à conclure dès que possible pour qu'on ne prenne pas trop de retard. D'accord. Et ben, en fait, on aligne la colonne et ça permet d'évacuer les selles. Alors, je voudrais juste enfoncer des portes ouvertes, et on pourra y revenir dans la discussion sur le traitement. Ne pas charger en fibres, contrairement à ce qu'on croit, parce que il y a des fibres mélangées, solubles et insolubles, et que le pouvoir des fibres, peut-être, il est d'accélérer le transit, mais en tout cas, on n'en a jamais vraiment fait la preuve. Et surtout, ça augmente le poids des selles, ça irrite la muqueuse et ça fermente. Et ça ballonne. Donc ça, c'est un peu tout faux, les fibres. Et ça tombe bien, parce que les enfants qui ont des épidermolyses bulleuses, ils ont plutôt besoin d'énergie. Et non, la pomme de terre ne constipe pas, non, les pâtes ne constipent pas. Donc, continuez le régime que vous préconisent vos diététiciens, et y compris de boire abondamment, parce que c'est le meilleur régime qu'il faut pour obtenir des selles score 4. Et moi, j'utilise des pommades, tout ce qu'il y a de plus standard, pour traiter d'abord les fissures, parce que souvent ces enfants-là ont des fissures anales, donc la titanoréine. J'utilise le xylogel, qui est un gel anesthésiant qui permet, quand on peut prévenir la selle, de le mettre 10 minutes avant pour qu'il y ait le moins de douleur possible, et d'utiliser les petits rehausseurs sous les pieds pour permettre de décontracter ce muscle, de travailler la poussée dirigée. Ça, on a des kinés spécialisés qui peuvent aider à faire ça, et puis surtout d'être hyper régulier, et ça on peut s'aider. Le mieux, c'est Movicol ou Forlax, qui sont des laxatifs du commerce, tout ce qu'il y a de plus standard. Faut pas hésiter de temps en temps à évacuer avec alors attention au Normacol. On a eu des problèmes avec au moins une enfant avec une épidermolyse bulleuse, qui a fait des troubles ioniques, je ne sais pas pourquoi. Et puis en dernier recours, et je terminerai là-dessus, on a un arsenal qui est un peu plus invasif, on va dire, mais qui est efficace. On a déjà fait chez des enfants avec des épidermolyses bulleuses, qui est le Péristine, qui est un système de lavement qui est remboursé, qui est là demandant une éducation thérapeutique un peu plus approfondie, mais qui peut rendre vraiment service pour réguler le transit. Voilà. Je suis ouverte à vos questions. Et sans couche, bien sûr. Je disais que oui, que les couches ont leurs avantages, celui d'amortir, de représenter un amortissement en cas de chute sur les fesses, mais elles génèrent aussi beaucoup de frottements. Donc en général, on a encore plus hâte de se débarrasser des couches avec nos enfants papillons. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions pour le docteur Crétol ? Si je peux me permettre une remarque sur les couches, le fait d'avoir des couches, et ça on le voit tous les jours, pour un enfant, c'est un renoncement sur sa propreté. Un enfant qui a des couches, il va avoir beaucoup plus de mal à faire l'effort d'être propre. Et s'il n'est pas propre pour les selles, il était propre pour les urines, mais pas propre pour les selles, il va reperdre la propreté pour les urines si on lui met les couches. Donc c'est vraiment un constat d'échec. C'est vrai que ça amortit très bien, mais ça augmente la macération, et c'est même intrinsèque, c'est dans l'inconscient. Quand on a des couches, et on le voit même chez des personnes âgées, on perd la propreté. Donc faut vraiment tout faire. Nous, c'est notre mot d'ordre, c'est enlever les couches. Merci beaucoup pour ces explications physiopathogéniques. Donc, moi qui m'occupe d'adultes, je voulais effectivement dire que probablement les douleurs liées à des plaies anales, c'est probablement les pires douleurs qui soient dans l'épidermolyse bulleuse. Moi, j'ai des patients qui ont des formes inversées, avec très peu de choses sur la peau, Absolument. beaucoup de choses dans la bouche, l'œsophage et la nuque. Ils ont recours au
à cause des lésions anales et c'est une angoisse épouvantable pour eux de redéclencher ces douleurs. Donc vraiment, il ne faut pas minimiser ça. Et je voudrais dire que malgré toutes les précautions de régime et de laxatifs, on a des complications à type de fécalome monstrueux chez des adultes avec des compressions des voies urinaires. On a une patiente on a été obligé d'évacuer au bloc opératoire péridurale, qui a perdu 10 kilos après l'évacuation. Elle avait 10 kilos de sel dans le ventre, elle ne pouvait plus manger. C'était compressif et que pour éviter ces situations qui nécessitent des interventions chirurgicales, nous, on utilise maintenant très régulièrement et sans perturbation hydroélectrolytique, mais je ferai peut-être un peu plus attention les prochaines fois, des préparations pour coloscopie, du Transipeg et des choses comme ça, et des lavements en même temps pendant plusieurs jours. Et c'est la seule façon pour s'en sortir. Donc, la plupart de ces patients, ils avaient des fausses diarrhées de constipés, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils allaient à la selle tous les jours, et en fait, il leur restait un tout petit orifice à travers lequel ils avaient une émission de quelques selles liquides par jour, donc ils n'avaient pas conscience d'être constipés et ils avaient des fécalomes absolument monstrueux. Et il a fallu plusieurs semaines d'hospitalisation pour arriver à les faire évacuer avec lavement et préparation pour coloscopie tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment un problème à ne pas négliger. Ouais, je pense que ce que vous dites est très important parce que là, vous décrivez des personnes qui ont atteint le stade qu'on appelle de mégarectum, c'est-à-dire de distension du rectum majeur, 10 kilos. Et justement, toute l'attitude qu'il faut avoir en pédiatrie, c'est de ne surtout jamais arriver là. Parce que c'est extrêmement compliqué à gérer à l'âge adulte. On peut même être amené à retirer un bout du rectum, tellement ça fait ça ne sert plus à rien en fait. Ça devient un objet de nuisance le rectum dans ces cas-là parce que c'est inerte et complètement amorphe. Et justement, le but, c'est effectivement de ne pas en arriver là. Et parfois, comme vous le dites très très justement, on ne voit pas venir les choses. C'est-à-dire que les gens ont des transits, en tout cas ce qu'ils pensent être un transit. Nous, on connaît ça très très bien, c'est des fausses diarrhées de constipation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le fécalome qui ne bouge plus, qui est là depuis des mois, et autour, ça coule, et c'est des selles qui paraissent presque normales, en fait, sur un climat quand même d'incontinence et d'absence d'apprentissage à propreté. Et quand on regarde de plus près, en fait, il y a un énorme bouchon. Et on peut mettre alors le Picoprep effectivement ça peut être utile, tout ce qu'on utilise pour préparer des coloscopies, c'est des Forlax puissance 10. Faut faire attention aux troubles hydroélectrolytiques, le Normacol, et puis Péristine. Alors c'est pas du tout dans les indications retenues par la Haute Autorité de Santé pour ce dispositif médical, mais j'ai en tête 2 cas où on l'a utilisé dans les épidermolyses bulleuses qui devenaient vraiment ingérables sur le plan des lavements avec une certaine efficacité. Alors après, c'est 40 minutes de soins, de lavement qui se rajoutent à tout le reste.